Et regardez à l'écran comment ça peut être intéressant, cette nouvelle-là. 2 cigarettiers, donc des fabricants de cigarettes, devront verser un cautionnement de près de 1 milliard. J'ai dit de plus de 1 milliard avant la pause, mais c'est de près de 1 milliard de dollars. Et ça, un cautionnement, quand même, c'est des procédures particulières devant le tribunal. Vous savez qu'il y a une grande cause actuellement qui implique les cigarettiers. Il y a des recours qui ont été entrepris par des gens qui ont été victimes du tabac, de la cigarette et de ses effets néfastes sur la santé. Et évidemment, on réclame des dédommagements. Pour en parler, parce que le Conseil québécois du tabac et de la santé est associé à cette démarche-là qui est actuellement devant la Cour d'appel. On a le plaisir d'avoir Mario Bugeaud, qui est le porte-parole de l'organisme aussi, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Là, je m'excuse pour ma mauvaise gorge ce matin, c'est épouvantable. Écoutez, racontez-nous un peu pour qu'on se remette dans le contexte. Là, on vient de franchir une nouvelle étape d'un long processus judiciaire. On s'en est parlé par le passé. Mais là, quand même, c'est particulier. La Cour d'appel veut un cautionnement de ces 2 compagnies de tabac-là de près de 1 milliard. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que, en fait, je veux juste refaire un petit peu de la mise en contexte de tout ça. Il y a un jugement qui a été rendu le 27 mai dernier qui condamne les compagnies à verser un peu plus de 15 milliards de dollars à 100 000 personnes au Québec qui ont été atteintes d'une maladie causée par le tabac, entre autres cancer du poumon, de la gorge et du larynx et de l'emphysème. Donc, ça, c'est le jugement. Le jugement est allé en appel. L'appel n'a pas encore été entendu sur cette question-là, mais il y avait une partie du jugement qui devait s'appliquer dans les 60 jours, qui demandait aux compagnies, qui leur ordonnait, en fait, de verser 1 milliard pour que les victimes puissent déjà être indemnisées dès ce moment-là, puisqu'elles attendent depuis maintenant 17 ans que ce processus-là est en cours devant les tribunaux. 17 ans. Cet appel-là a été rejeté. C'est-à-dire que les compagnies ont eu gain de cause. La Cour d'appel a accepté leurs arguments en disant que si cet argent-là était versé et qu'on le versait aux victimes, si jamais les compagnies gagnent en appel sur le fond du jugement, elles ne pourraient pas ou difficilement récupérer ces montants-là. Exact. Okay? Donc ça, c'était ce qui s'est complété en juillet. Depuis ce temps-là, on a eu, en fait, nous, une demande qu'on a déposée à la Cour d'appel, et c'est ce jugement-là qui a été rendu hier, qui disait, c'est bien beau, sauf que les compagnies de tabac envoient à l'étranger la grande partie de leurs profits, ce qui fait qu'elles n'ont plus d'argent ici, et que même si, au terme d'une décision qui serait favorable aux victimes, puis que le jugement serait maintenu, mais elles n'auraient pas la capacité de payer parce qu'elles ont une stratégie depuis plusieurs années qui envoie leur profit chaque année à leur maison mère, ce qui fait qu'elles n'ont pas cet argent-là ici et sont incapables de payer. Ben oui, ils deviennent des coquilles vides, techniquement parlant. Exactement. Et c'est ça que le juge de la Cour d'appel a reconnu hier et a dit aux compagnies, vous devez verser un dépôt en garantie de près d'1 milliard pour justement assurer que au terme d'une décision qui vous serait défavorable, que vous ayez les liquidités requises pour pouvoir, en tout cas une partie, là, 1 milliard sur 15 milliards, au moins il y a comme une base pour s'assurer que les victimes pourraient avoir droit à une indemnité. Donc ça ne veut pas dire que les victimes vont avoir un sou là, dès maintenant, ça ne s'applique pas, c'est vraiment un dépôt en garantie. Donc c'est de l'argent qui va être déposé à la Cour et qui va être préservé pour ces fins-là que les compagnies ne pourront pas utiliser à d'autres fins. Quand même, c'est beaucoup d'argent, ça frappe l'imaginaire, mais on ne connaît pas les états financiers de ces grandes compagnies-là de tabac. Là. Je parle monsieur, madame, tout le monde, m'incluant là-dedans. Est-ce que, d'après vous, ça peut mettre en péril leur viabilité, faire un chèque de même d'1 milliard, ou s'ils sont capables d'en prendre là, amplement? Là? Ben, en fait, le juge a tenu compte de ça, des représentations qui avaient été faites par les avocats des compagnies de tabac aussi. Ça va tenir compte de leur capacité de payer. Et c'est pour ça que ce montant-là sera versé tant par trimestre, c'est quand même, on parle de millions de dollars, là, à chacun des trimestres jusqu'en 2017, donc sur une période d'à peu près 2 ans. Donc, c'est tout à fait possible et ça tient compte de leurs revenus. Il faut savoir qu'une compagnie comme Imperial Tobacco fait à peu près 500 millions de profits par année. Donc, pour elle a la capacité de payer. Puis même chose pour l'autre compagnie dans le dossier. Donc, c'est des gros montants, c'est vrai. C'est même sans précédent au Québec, ce genre de jugement pour amener un dépôt en garantie. Il y en avait eu déjà, mais qui ne dépassait pas une centaine de millions. Mais là, on parle de sommes beaucoup plus importantes, de près d'1 milliard. Donc, la Cour d'appel, les audiences, de ce que j'ai compris, c'est vraiment l'année prochaine là qu'on
on se met dans le fond du dossier, là. C'est ça. La contestation du jugement comme tel, là, de 15 milliards, oui. Elle va être entendue à partir de septembre 2016. Ça devrait, on ne sait pas encore exactement combien de temps ça va durer parce que les parties échangent là-dessus et conviennent avec la Cour là, du temps qui serait nécessaire. Mais ça va être plaidé à partir de ce moment-là et il y aura un jugement qui suivra ça vraisemblablement en 2016, peut-être début 2017. Pour statuer sur la question de est-ce que le jugement qui a été rendu en mai dernier est valable ou pas, est-ce qu'il est maintenu en totalité ou pas. Donc, c'est toutes ces questions-là qui vont être débattues à ce moment-là. Mais j'imagine qu'au terme du jugement de la Cour d'appel, parce que c'est un banc de plus d'un juge, c'est au moins 3 juges, cette audience-là, peut-être plus, qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est sûr que les parties vont en appeler à la Cour suprême, que ce soit vous, les plaignants, ou que ce soit les personnes condamnées. Là, les montants sont tellement astronomiques qu'il faut que la Cour suprême statue puis fixe l'état du droit. Oui, probablement. Effectivement, c'est ce qui risque de se produire. On ne peut pas présumer tant que ça ne se produit pas. Mais effectivement, ça peut faire partie. Et donc, à ce moment-là, on ajoute malheureusement des délais, là, malheureusement en particulier pour les victimes qui attendent depuis très longtemps. Mais c'est la façon dont le système de droit fonctionne et on ne peut pas empêcher des compagnies d'en appeler d'une décision. On peut pas les priver de leur droit, de cette possibilité-là. Bien sûr, on souhaite que tout ça puisse se régler dans les délais les plus courts, comme je disais, puis c'est quand même déjà en soi hors norme là, d'avoir un dossier comme ça qui dure pendant plus de 17 ans. Là. Donc, c'est malheureux pour les victimes, puis on peut se questionner. Oui, parce que les victimes disparaissent. Il y en a qui disparaissent, là, au fur et à mesure. À force qu'on s'enfonce dans l'échéancier du temps, les personnes finissent par mourir. Là. Oui, exactement. Il y a des gens qui décèdent, qui sont décédés au fil de ces années-là. Bon, la succession aura quand même droit aux indemnités qui étaient prévues, mais c'est très triste pour les victimes elles-mêmes qui sont décédés, qui n'auront pas pu bénéficier de cet argent-là qui leur est dû pendant leur vivant. Là. Dites-moi donc, on a reçu un courriel quand vous étiez venu en entrevue la dernière fois, là, c'était justement cet été, là, quand il y a eu cette étape-là de franchie. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, mais admettons que, bon, le conseil avec les plaignants vont gagner là, à tous les niveaux jusqu'en Cour suprême. Les montants sont accordés. Qu'est-ce qui arrive aux fumeurs actuellement, là, contemporains, admettons en 2015, là, quand on se parle? Il n'y aura pas une nouvelle action qui va repartir pour attaquer les cigarettiers. J'imagine, là, maintenant qu'on sait tout le monde que c'est cancérigène, le tabac, on fume à nos risques et périls. C'est ça, maintenant, la nouvelle donne, hein? Oui, ben en fait, nous, c'est pas notre intention, en tout cas. Si jamais quelqu'un veut entreprendre une poursuite, c'est possible de le faire. Oui. Là, mais nous, c'est pas notre intention. C'est sûr qu'en ayant un jugement comme ça, c'est déjà un gain important. Oui. Puis une victoire pour les victimes et contre l'industrie du tabac. Mais effectivement, là, à partir du moment où le dossier sera réglé, ben il y aura eu des indemnités de verser et ce sera ça. Mais par ailleurs, vous vous rappelez aussi que le gouvernement du Québec a intenté une poursuite contre les compagnies de tabac, les mêmes compagnies. Pour les soins de santé? Même pour récupérer les coûts de frais de santé. Oui. Effectivement, c'est pour un montant de 60 milliards. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que ça va tout jeter. Moi j'ai pas d'objection, là. On parle pour parler, là, mais qu'on les ferme toutes, ils pourront jamais passer au travers de ça. Si tous les gouvernements s'y mettent, là, c'est terminé. Mais vous savez, vous dites ça, hein, mais aux États-Unis, il y a eu une entente hors cours en 1998 entre les compagnies de tabac qui étaient poursuivies par plusieurs États américains. Oui. Et les compagnies ont accepté de verser plus de 200 milliards sur 25 ans. Oh, et ces compagnies-là sont toujours en affaires et leur façon très simple d'arriver à faire face à cet engagement-là, à cette responsabilité-là, ça a été de hausser les coûts des cigarettes, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. Et ça pourrait très bien être fait également ici. Et si toutes les compagnies les haussent, ben les gens n'auront pas le choix que de payer. Puis en plus, ça aurait un effet dissuasif chez les fumeurs qui auraient davantage de motivation d'arrêter de fumer à ce moment-là. Mais là encore, faudrait-il qu'ils ne s'acoquinent pas avec certains territoires amérindiens comme RGR McDonald avait fait, là? Ouais, ben, pour la contrebande? Ben, pas juste à RGR, le GTI aussi, c'est-à-dire Imperial Tobacco aussi a été reconnu coupable. C'est vrai. En fait, a reconnu sa culpabilité. Là, ben oui. Puis ont accepté de verser des centaines de millions là, sur le plan fiscal, Québec, là, à ce niveau-là. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, en tout cas,
Je pense qu'elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas, les compagnies de tabac, faire ça impunément dans le dos des gens sans que personne s'en rende compte à un moment donné, là. Et ça a été en remboursant les montants qui n'avaient pas été prélevés sur les taxes, mais aussi en ayant une pénalité très salée pour les compagnies. Donc, j'ai l'impression qu'elles ont compris que c'était pas dans leur avantage d'avoir ce genre de stratégie-là à nouveau, là. Donc, et d'ailleurs, la contrebande est beaucoup mieux contrôlée qu'elle l'était il y a quelques années, et c'est un phénomène qui est beaucoup moins important que ça. Oui, qu'à l'époque. À l'époque, c'était c'était épidémique, cette affaire-là. Toutes les régions y passaient. En terminant, êtes-vous inquiet de voir que Justin Trudeau va enclencher le processus de légalisation ou de rendre le pot plus accessible? Parce qu'au niveau pulmonaire, quand on fume, là. Je veux dire, c'est néfaste en partant, peu importe ce qu'on fume, là. Ben, il y a effectivement une préoccupation qu'on a sur ce plan-là. Il faudra voir exactement qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. On n'est pas contre le principe que ce soit décriminalisé, mais de le rendre légal, c'est une autre histoire. Et donc, je pense qu'il y aurait à ce moment-là un travail à faire là, d'analyse un peu plus en profondeur, parce que vous dites au niveau pulmonaire, mais c'est beaucoup plus que ça aussi. Il y a des conséquences très graves, notamment chez les jeunes. Oui, au niveau du cerveau. Il y a beaucoup de cas de psychose dû à la consommation de cannabis chez les jeunes. C'est documenté tout ça. Puis, qu'est-ce qu'on fait aussi avec la situation par rapport à la conduite en état de même affaire. Pas d'ébriété, mais en état sous l'effet des substances, cannabis, et pour lesquels on a très peu de moyens pour mesurer ces effets-là. Donc, c'est une question très importante et qui a des conséquences importantes sur la santé publique aussi. Et donc, il va falloir que le gouvernement fasse le temps de façon encore plus sérieuse de ce côté-là avant d'aller de l'avant. Ah oui, il faut vraiment prendre le temps. Vous avez raison. Les ramifications sont énormes. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Mario Bugeaud, qui est porte-parole et président du Conseil du tabac et de la santé au Québec. Alors, ils vont sûrement intervenir dans le dossier de la marijuana, j'en suis convaincu. Et vous savez, on parle des jeunes, de la prévention et tout ça, ce que ça comporte, de mettre le produit légal ou de le décriminaliser. L'avantage suprême de la légalisation, comparativement à la décriminalisation, c'est qu'on peut le taxer. On peut aller chercher votre argent. Tandis que dans la décriminalisation, bien, ça reste encore, malheureusement, dans le crime organisé.